Bonjour et bienvenue, je suis Nicolas et vous écoutez le Café du Projet, une émission de podcast autour de la gestion de projet bien sûr, mais qui traite aussi et surtout du leadership et de la communication de manière générale. Le premier mardi de chaque mois, j'accueille des invités, experts dans leur domaine, qui mettent en œuvre leurs compétences en leadership, gestion de projet ou communication pour animer des équipes, faire avancer des projets ou encore accompagner des personnes comme vous et moi vers la réussite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Carberenes, consultante en management. Bonjour Hélène. Bonjour Nicolas, plaisir partagé. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez de multiples casquettes, donc coaching, formation, conseil et d'autres, dans plusieurs domaines. Au-delà de tous ces aspects, je sais que c'est un exercice difficile, mais est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Alors, une précision tout d'abord. Ces trois casquettes, conseil, formation et coaching, elles sont distinctes et elles sont complémentaires. Elles correspondent aux trois métiers de l'accompagnement en entreprise et je coiffe l'une ou l'autre en fonction du besoin de l'entreprise. J'ai créé mon cabinet il y a 30 ans, après 10 ans d'accompagnement de projets grands comptes, comme par exemple l'agenda de la recherche d'emploi pour l'APEC, la première étude de climat social pour Microsoft France, au siège aux Ulysses à l'époque, le regroupement des services consommateurs de Nestlé, la création de la direction innovation de Elf ou le développement des ressources humaines et des organisations chez Ron Poulenc Chimie. C'était souvent sur un projet pilote, un site ou une direction pilote, et c'est cela qui a constitué mon ADN. Aujourd'hui, j'allie seniorité et certification professionnelle de rigueur, comme la certification Calliope par exemple, à une activité soutenue de veille et de conception. J'habite Bordeaux et Paris et j'interviens dans toute la France et dans toute taille d'entreprise et tout secteur, avec un petit penchant pour l'industrie du futur et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ce, principalement sur l'évolution de la culture et des pratiques managériales vers un leadership dont les clés sont l'humain et la culture projet. Merci Hélène. Mais justement, ce sont des sujets extrêmement riches et intéressants que je cherche à développer avec ce podcast. Donc c'est plutôt parfait, nous sommes au bon endroit. Lorsque l'on a préparé le podcast, vous m'avez indiqué préférer le terme pilote de projet que le terme chef de projet. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Tout d'abord, parce qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre lui et l'équipe. Du coup, le mot chef me semble inapproprié. Également parce que pour moi, piloter, c'est être attentif aux occurrences, attentif aux aléas comme aux opportunités. C'est combiner la logique de cible et la logique d'émergence pour, bien évidemment, gérer les risques, mais aussi saisir les opportunités. Et ces opportunités, elles ne peuvent pas être prévues dans le scope initial. En les saisissant, on enrichit la cible. Piloter, c'est également faire partager les représentations du projet à toutes les parties prenantes et créer les conditions de leur engagement. Du coup, le leadership, en mode pilote, on va le trouver, on va le développer dans l'intérêt pour l'action et le chemin à parcourir, dans le goût de performer dans les situations inédites, dans l'innovation. On va le trouver dans le talent pour le discernement et le don de sens, dans la confiance dans l'équipe et dans le souci de la cohésion de cette équipe projet. D'accord. Donc en fait, le terme pilotage prend tout son sens avec toutes ces explications. Vous avez employé le mot confiance également. Justement, nous avions prévu de parler de confiance en soi. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, Hélène, pour vous, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi ? Alors, pour définir la confiance en soi, j'ai envie de citer le modèle des 5 C. Ce modèle est inspiré des travaux de Robert Dilts et de Gregory Bateson de l'école de Palo Alto. Ils disent avoir confiance en soi, c'est avoir, premier C, un concept de soi fort et solide. Ça veut dire, fort et solide, il va être capable de se remettre en cause en s'enrichissant lorsque doivent évoluer, deuxième C, le contexte, troisième C, les capacités, quatrième C, les comportements et cinquième C, les croyances. Donc là, confiance en soi, concept de soi, contexte, capacité, comportement, croyances. D'accord, donc si je comprends bien, avoir confiance en soi, c'est maîtriser finalement ces 5 C. Et donc,
Ben oui, c'est ça, c'est ça. Très bien. Et ben alors, en quoi la confiance en soi va pouvoir aider le gestionnaire de projet à mieux piloter? La confiance en soi va l'aider à mieux piloter parce que quand il est dans sa confiance en lui, il l'incarne. Il l'incarne dans ses comportements, dans ses mots, dans l'élaboration de ses choix. Et du coup, en l'incarnant, il génère la confiance des autres, leur confiance en lui, pilote de projet, et leur confiance en eux-mêmes, équipe projet. Et ça vaut pour toutes les parties prenantes. Je parle de l'équipe projet, ça vaut aussi pour les clients, pour d'autres partenaires sur le projet. Et une autre référence, c'est Georges Kohlreiser. C'est un consultant enseignant en leadership de Institute for Management Development de Lausanne. Et lui parle de Secure Base Leadership. Il nous dit qu'un Secure Base Leader s'appuie sur l'expérience qui fait sa propre base sécure dans les relations et dans l'action. Ça rejoint le concept de soi fort et solide. Parce que quand il est dans sa base sécure, il permet aux autres, à l'équipe projet, aux parties prenantes, de ressentir un sentiment de protection de sa part, un sentiment de sécurité, un sentiment d'attention porté sur eux. Et il devient une source d'inspiration. Et c'est ça qui va donner à l'équipe l'énergie pour oser, pour explorer, pour prendre des risques, pour sortir de sa zone de confort et pour aller réaliser son potentiel. Et c'est comme ça qu'ils vont construire leur propre base sécure. Alors pour être tout à fait honnête, Hélène, j'ignorais tout ce concept de base sécure, mais franchement, ça permet de mettre vraiment des mots derrière des concepts parfois abstraits liés à la confiance en soi. Du coup, pour aller un peu plus en profondeur, est-ce que vous auriez des exemples concrets ou des retours d'expérience pour appuyer ces propos ? Alors oui, j'ai au moins 2 exemples et dans des secteurs bien différents, vous allez voir. Le premier exemple, ça c'est un exemple dans le secteur de la restauration. Pendant le Covid, les restaurateurs, tout le monde le sait, ont connu des moments extrêmement difficiles. En tant que consultante pour l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, j'ai accompagné en formation management leadership en contexte de crise des dirigeants de restaurants, avec leur chef cuisinier, avec leur chef de salle et avec les équipes. Ils vivaient un stress terrible, une incertitude totale sur les conditions de reprise. Ils faisaient face à des enjeux énormes, tant financiers qu'humains. La semaine précédant une réouverture annoncée, ils ne savaient pas s'ils seraient cantonnés à la vente emportée, s'ils ouvriraient seulement les terrasses, ou les terrasser la salle, et tout, y compris la vente emportée. Est-ce qu'il fallait faire revenir les personnels en chômage partiel? Quel niveau de commande de produits, etc., etc. On a travaillé individuellement et en équipe sur ce qui fait leur confiance en eux, sur ce qui fait leur base sécure. Et très vite, ils ont évoqué le fait qu'aucun service ne se ressemble et leur capacité naturelle et habituelle d'adaptation. La réunion avant chaque service, où on fait le point sur les réservations, où on décide du plat du jour, etc. Bref, les rituels pour sécuriser la performance, pour sécuriser l'organisation et les solutions. Un scope initial ou framework de départ updaté à chaque itération. Et puis on a travaillé sur les aléas. D'abord les aléas classiques, la rupture inattendue sur un produit, l'affluence imprévue, le groupe qui est à réserver et qui est en retard d'1 heure, l'absence d'un collègue, le changement météo, la foudre qui s'abat sur la terrasse, non. Et la façon de gérer les aléas imprévisibles. Ils se sont mis à décrire les mots, des registres plus ou moins politiquement corrects et des postures du chef, tellement habitués à assurer dans les situations difficiles, les coopérations qui se mettent en place. Ils partageaient leur vécu, leur ressenti, le stress, la peur, puis la confiance qui vient, et la fierté, et le soulagement. Ils se rappelaient les organisations mises en place, les solutions imaginées. Et on a déroulé les 5 C pour mettre en évidence lesquels des éléments de leur concept de même étaient forts et solides, et comment ils pouvaient s'appuyer dessus pour envisager le nouveau contexte, le contexte à venir avec toutes les inconnues, VAE seulement, VAE plus terrasse, VAE terrasse et salle.
combien de personnel, quelle capacité d'accueil envisagée, quelle carte pour combiner, saisonnalité, retour des clients, appro limité, tous ces inconnus. Donc quand vous parlez de VAE, Hélène, c'est bien la vente à emporter, c'est bien ça. C'est ça la VAE, c'est la vente à emporter. On a travaillé sur la capacité à imaginer des solutions en combinant intelligence de situation et expérience pour stimuler l'éclosion des idées. On a scénarisé des hypothèses en s'exerçant à formuler des « et si » et compléter la phrase après « et si » et des « comment faire pour », la fameuse formulation CFP. Imaginer les gestes, imaginer les mots, imaginer les rythmes de travail et imaginer la distribution des tâches. Visualiser tout le monde en action. On a travaillé sur quel comportement transposer la rapidité de réaction, la synchronisation verbale et non verbale, l'entraide, et également, évidemment, la dernière étape, la célébration et le partage du succès en fin de service. Puis enfin, on a travaillé, 5e C, sur les croyances, le possibilisme, le souci de l'accueil et de la relation client avant tout, et le respect mutuel entre les équipiers. Un autre exemple, dans un domaine très différent, l'aéronautique. Avez-vous entendu parler du miracle de l'Hudson ? Oui, absolument. Le 15 janvier 2009, il est aux commandes d'un Airbus A320 effectuant le vol US Airways 1549. Et il percute une compagnie de bernage du Canada peu après avoir décollé de LaGuardia. Il s'ensuit une panne des 2 moteurs au-dessus de la ville de New York. Eh bien, il parvient à faire amérir son avion sur l'Hudson, face à Manhattan, au bout de seulement 5 minutes et 8 secondes de vol. Les 155 personnes à bord sont secourues par des bateaux à proximité et l'accident ne fait aucune victime. Là, je n'y suis pour rien. Je n'étais pas près de lui, ni dans la tour de contrôle. Mais quel exemple de confiance en lui, d'accès à ce qui fait sa base sécure, à son expérience, à ses compétences techniques et relationnelles, à la façon de les connecter entre elles, ses capacités à les transposer dans une situation inédite, sa confiance dans les autres, dans l'équipe, la confiance en lui du personnel de bord et de chacun des membres de cet équipage en eux-mêmes. Voilà ce qui a rendu possible cet exploit. Eh bien, à travers tous ces retours d'expérience, Hélène, on constate que les soft skills sont finalement très importantes pour le pilote de projet. N'est-ce pas là un axe majeur de développement, du coup, pour déjà s'améliorer dans la gestion de projet, mais aussi pour améliorer la confiance en soi, pour confronter le monde d'aujourd'hui, qui est de plus en plus dans un contexte qu'on appelle VUCA en anglais ou VICA en français, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Et oui, volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté, c'est le new normal, non ? Clairement, le mindset projet et les tenants de la culture projet dans l'entreprise sont identifiés par les spécialistes de la résilience des organisations, comme Gilles Tenot par exemple, comme les points d'appui les plus fiables et les leviers les plus puissants. Pour moi, les soft skills clés de ce mindset projet sont l'équilibre entre exigence et bienveillance, l'aptitude à avoir une vision systémique, une vision globale et à la partager, l'aptitude à traiter la question du sens. Le sens, on en parle beaucoup et c'est vraiment pas pour rien. L'aptitude à accompagner les deuils, le deuil de l'ancienne équipe, le deuil de l'ancienne organisation, et digérer les chocs, l'aptitude à accompagner la digestion des chocs de ces changements. Et bien sûr, la confiance et la créativité, la capacité à innover. D'ailleurs, ça me rappelle que dès 2001, les auteurs du Manifeste Agile fixaient, entre autres principes, 1. Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan, en référence à la logique d'émergence dont je parlais tout à l'heure. Également, une référence qui vaut pour les gens de projet, c'est les études du Standish Group. Dès 2015, ces études montraient comme étant les 2 premiers facteurs de succès des projets, et à égalité, le sponsorship et la maturité émotionnelle. Maturité émotionnelle, ça c'est de la compétence douce. Et le PMI, dont je suis fidèle adhérente,
a introduit en 2019, je crois, ou 2020, les compétences de leadership au programme de toutes ces certifications. Et ces compétences de leadership, c'est brainstorming, conflict management, emotional intelligence, influencing, interpersonal skills, listening, l'écoute, négociation, problem solving, team building. Voilà les soft skills. Oui, effectivement, Hélène. Alors, ces compétences sont arrivées avec la 6e version du PMBOK, si je me souviens bien. Avec ce que vous venez de me dire, on sent vraiment votre intérêt du coup pour ce sujet-là, avec toutes les études que vous m'avez partagées. Concrètement, si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui désirent renforcer leur confiance en eux, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, quels sont les conseils que vous pourriez leur donner en restant assez pragmatique pour des axes qu'elles pourraient travailler en priorité ? Eh bien, je leur dirais ceci. Identifiez ce qui fait votre force, identifiez ce qui fait votre confiance en vous, et dans les relations, et dans l'action, et de manière très concrète. Une fois cela bien clair et bien ancré, entraînez-vous à le transposer et à l'enrichir en fonction du nouveau contexte, en fonction du nouveau projet que vous allez piloter. Travaillez en priorité ce qui facilite la communication, la collaboration, votre assertivité, c'est-à-dire votre capacité à vous affirmer tranquillement tout en respectant et en valorisant les autres. Travaillez ce qui facilite la cohésion. Merci Hélène pour ce conseil. Alors, on l'a dit en introduction, vous êtes coach certifié. Je sais que vous accompagnez plusieurs personnes à ce titre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'un pilote de projet a à gagner justement à se faire coacher par quelqu'un comme vous ? Alors, ce qu'il va gagner, c'est que il va questionner son rapport au sujet qui le touche et il va élaborer ses propres solutions. Ces sujets, c'est notamment les problèmes au sein de l'équipe projet qui sont liés au fonctionnement matriciel, le double rattachement projet-métier, d'où découlent des relations d'autorité obscures, des conflits de rôle. Également, le manque de visibilité de l'après-projet et la pression exacerbée autour du projet et autour de ses enjeux. Autre sujet, son rapport à l'incertitude. On va travailler sur la peur, sur la culpabilité, d'amener un changement aussi fort sur les enjeux. Son aptitude à identifier les freins des personnes, à les accompagner, à accompagner les résistances et à faciliter le changement en travaillant ce qu'on appelle l'alliance avec toutes les parties prenantes et en travaillant sur le sens. En bref, il va s'entraîner à être OK dans le chaos. J'aime bien cette expression de Vincent Lénart. Elle résume tout. Il va s'entraîner à mettre son énergie et celle de ses collaborateurs dans l'ouverture, dans la recherche de solutions, dans une perspective de co-création, de co-innovation, plutôt que dans la défensive et dans les justifications. Pourquoi ? Demander de justifier une erreur, et ça renforce l'attachement à l'erreur de l'équipe, de la personne. Ses croyances par rapport à la performance aussi, on va travailler dessus. L'entraîner à être dans la prise de risque, analyser et parer, dans l'ouverture et la saisie des opportunités, plutôt que dans la recherche de la perfection. Et fini la logique échec-réussite et vive la logique essai-ajustement. En résumé, il va développer son identité et son style de leadership, de pilote de projet, la prise de recul, la pensée système, la pensée complexe. Il va développer sa capacité de mettre en acte de nouveaux processus et de nouvelles relations, expérimenter en s'adaptant aux situations du projet et des parties prenantes. Et enfin, il va développer sa capacité à créer du sens, à faciliter la prise de conscience, à démêler les enjeux, à partager sa vision et à coproduire avec les parties prenantes du sens autour du projet. Et voilà, identité, mise en acte et sens. Super programme. Et oui Hélène, alors un programme qui promet effectivement d'être riche, sans doute intense, mais très certainement efficace. Je vois que le temps passe, c'est un sujet vaste et intéressant que la confiance en soi. Je vous propose de passer à la conclusion de ce premier épisode de podcast. Alors en guise de conclusion, Hélène, est-ce que vous pourriez nous conseiller un livre ou peut-être plusieurs afin d'approfondir le thème d'aujourd'hui qui est la confiance en soi ?
Oui, bien sûr. Je vous recommande les ouvrages suivants. Le premier, c'est Oser la confiance de Vincent Lénart et Bruno Jarosson, qui, dans cet ouvrage, se livre à l'interprétation du redressement d'une entreprise, l'entreprise Sulzer, par Bertrand Martin, son dirigeant. Et il l'interprète au travers du filtre de la confiance accordée par ce dirigeant. Un autre livre très intéressant, je vous ai cité Gilles Tenot tout à l'heure, c'est son ouvrage qui s'appelle La résilience des organisations pour son lien avec la culture projet. On a parlé aussi de Georges Kohlreiser, donc j'ai cité le concept de Secure Based Leadership. Alors si vous voulez en savoir plus, lisez Care to Dare. Et puis enfin, un livre qui vient juste de paraître de Robert Dilts, donc j'ai cité tout à l'heure des travaux qui datent de la fin des années 90, début des années 2000. Là, on est vraiment sur un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle The Power of Mindset Change. Why Mindset Matters Most. Et voilà, donc ça c'est un bouquin qui a été coécrit avec Mickey Feher. Et vraiment, voilà, mindset change, c'est ce que tous les pilotes de projet ont en eux, ont dans les veines. Eh bien, ça fait plusieurs références à ajouter à ma pile de livres à lire. Merci beaucoup Hélène. Une dernière question avant de nous quitter. Quel est le meilleur moyen pour vous joindre si nos auditeurs souhaitent vous contacter ? Eh bien, le plus simple, c'est de me joindre sur mon profil LinkedIn en faisant allusion à ce podcast. Merci à vous Nicolas pour cette invitation et à vous, auditeurs du Café du Projet, pour votre attention. Merci Hélène. Dans ce premier épisode, j'ai particulièrement aimé la façon qu'Hélène a eu de faire le lien entre les concepts théoriques, donc les 5C, la base sécure, avec son expérience personnelle sur le terrain, donc l'exemple dans le secteur hôtelier, avec toutes les personnes perdues, sans visibilité, seulement quelques jours avant la réouverture suite à la crise de la Covid. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet échange, autant que j'ai pris de plaisir à le préparer avec Hélène. Et vous vous en doutez, il s'agit du premier épisode du Café du Projet, alors j'apprécierais énormément que vous preniez quelques secondes pour déjà inviter vos amis et collègues à écouter le podcast, si celui-ci vous a plu, et puis pour mettre une bonne note et un commentaire motivant sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast, YouTube et toutes les autres bien sûr. Pour me contacter, vous pouvez utiliser la rubrique à propos du site caféduprojet.net et j'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode du Café du Projet. N'oubliez pas, les épisodes sont diffusés le premier mardi de chaque mois.